Voilà, j'avais oublié de mettre la petite musique d'attente. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. On va commencer tranquillement notre stream. Coucou Nono. Ah ben merci beaucoup pour ton sub. Merci, ça fait plaisir. Toujours le soutien de Nono, ça bouge pas, ça change pas. Merci beaucoup mon ami, ça me fait super plaisir. Bon, alors ce soir, c'est quoi cette... Ah, il faut que je change l'alerte du resub, parce que j'ai mis une super alerte de sub, avec il y a plein de trucs. Et là, il n'y a pas... Bref, l'alerte n'est pas bonne. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ma foi, ça va plutôt bien. Écoute, je suis assez content là, parce qu'on a un invité ce soir, que tu as déjà vu, hein, que les anciens connaissent, les anciens de la chaîne. Donc je suis très content. Et écoute, c'est un sujet qui, en plus, qui m'intéresse pas mal. Je sais que toi aussi, Nono. Du coup, j'espère que tu auras la possibilité de rester jusqu'à la fin. Hein. Tu n'as qu'à dire à tes vieux que tu iras manger plus tard. Voilà. En tout cas, voilà. Quelle heure est-il? 19h04. Allez, je vous propose qu'on attaque. Les gens arriveront au fur et à mesure. Hop, où en est-on? Voilà. Alors oui, donc mon invité, écoutez, vous le connaissez si vous êtes là depuis longtemps. Sinon, vous allez le découvrir. Mais en tout cas, j'ai la joie de le recevoir à nouveau ce soir, parce que c'était mon premier invité, effectivement. C'était peut-être alors dès que je compte, ouais, c'était ma 4e semaine de stream, donc peut-être mon 7e, mon 8e stream, ma première interview. Quand je m'étais dit que j'en ferais de nombreux, c'était le premier à avoir répondu à l'appel, donc ça me fait très plaisir de le recevoir à nouveau. C'est Michael Stambolis. Hop, coucou Michael. Coucou Michael, est-ce que... Attention, pense à réactiver ton micro. Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, attendez, moi je vais couper la musique déjà. Hop. Je vais vous monter le son. Ok. Voilà. Michael, est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. Écoutez, je suis en vie et là, devant mon écran, comme tous les jours, depuis 1 an. Mais ça va. Ok, bon, mais tant mieux, tant mieux. Ouais, là, le son, c'est bon. Le son est réglé, ça devrait aller mieux. Tac, mais ça va mieux. Ok, super. Michael, du coup, merci d'être là. Écoute, ce soir, on va parler d'un sujet que tu connais bien parce que c'est une de tes spécialités de recherche. Ce soir, on va parler de sexe, genre, études de genre. On va faire le point sur toutes ces notions qui sont un peu au cœur quand même de l'actualité, pas seulement politique du pays, aussi de l'actualité sociale, j'ai l'impression. Du coup, justement, on va en parler ensemble. Tu vas nous aider un peu à faire un peu la lumière sur tout ça. Parce que j'avoue que même moi, même moi, non pas que je sois un surhomme ou ou un ultime détenteur de la vérité suprême, tu vois, mais même moi qui m'intéresse un peu à ces sujets-là, j'ai du mal à faire un peu le tri et à bien comprendre, à pouvoir en parler clairement, quoi. Donc, je suis assez content que tu sois là pour ça. Voilà. Du coup, Michael, tu es sociologue et tu es spécialisé dans les études de genre. Est-ce que tu, Oui, tout à fait. est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors, les études de genre, la spécialité, tout ça? Ouais, Alors, les études sur le genre, c'est un champ interdisciplinaire qui fait participer beaucoup de sciences humaines et sociales. Donc, il y a la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la philosophie, la littérature, mais aussi l'art du spectacle, la musique, la musicologie, la linguistique, en gros tous les champs en sciences humaines et sociales, et même dans certaines sciences dures, notamment en histoire des sciences, ces champs-là, ou ces disciplines, ont eu à changer de regard grâce aux études sur le genre. C'est pas très clair ce que je viens de dire, parce qu'en réalité, les études sur le genre, c'est très complexe et très varié. d'accord. Et il y en a beaucoup Et dans tous justement, les domaines. écoute, non, mais ce que j'apprécie, c'est que tu as réussi du coup à faire une réponse qui répond sans spoiler tout le stream d'un coup, tu vois. Alors, parce que justement, du coup, pour l'instant, effectivement, ça c'est un peu flou parce qu'on n'a pas encore vraiment mis la focale sur le genre et ce que ça signifie. Donc là, on va le faire. Là, disons que là, pour l'instant, on va rester vraiment on va dire, on va y aller on va y aller en douceur, le temps que les gens arrivent aussi. Euh, Oui, oui.
Du coup, Moi, je suis en train de le mettre sur mon téléphone pour pouvoir le suivre en direct aussi, le chat. ok, super, super. Comme ça, voilà, comme ça, s'il y a des questions, soit tu les lis, soit je te les donne. Mais en tout cas, évidemment, dans le chat, n'hésitez pas. Dès que vous avez la moindre interrogation ou l'envie d'approfondir, si vous voulez des ressources, des références ou autres, évidemment, n'hésitez pas. Du coup, cette notion de genre, Michael, est-ce qu'elle est récente? La notion de genre, non, elle n'est pas récente, hein, elle est assez ancienne. Ouais, Après, ça dépend comment on définit le genre, ce que ça veut dire concrètement. Euh, on va schématiser pour ne pas être trop compliqué, mais on peut dire que la notion de genre se repose sur une distinction entre deux choses, sexe d'un côté et genre de l'autre, pour aller vite. ouais, C'est-à-dire que on va distinguer ce qui est dans le corps de l'être humain ou ce qu'est le corps humain et le sens de ce corps-là, même si il faudrait nuancer parce qu'il y a un rapport entre corps et société. ouais. Mais en gros, cette notion de distinguer entre sexe et genre vient au milieu du XXe siècle, si ce n'est un peu avant. Et souvent, juste pour dire ça comme ça, souvent on a tendance à dire que le genre, c'est une importation des États-Unis. On entend beaucoup parler de la théorie du gender voilà, qui ferait partie de l'impérialisme américain, l'impérialisme intellectuel américain. Ouais. Mais en réalité, cette notion-là, la différence entre sexe et genre, nous vient aussi de la France et notamment de Simone de Beauvoir, qui a dit on ne naît pas femme, on le devient. Donc en Ah gros, oui, ce n'est pas parce qu'on a un corps défini comme un corps de femme, selon les normes médicales, sociales, etc., on apprend à être une femme. Donc une distinction entre le corps et l'apprentissage à un rôle social. d'accord, d'accord. Donc en fait, cette idée de sexe et genre qu'il faudrait différencier, en fait, la différence, tu vois, je la comprends. Je comprends effectivement l'idée que quand on parle de sexe, eh ben, c'est biologique. Il y a des attributs qui sont masculins, qui sont enfin féminins. Et encore, je sais même pas si dire ça c'est tout à fait correct, mais en tout cas, voilà, en tout cas, tu me dis si évidemment, si je suis dans l'erreur. Voilà. Tiens, bonsoir, Ogrémus. Euh, Tu vois, la distinction, je pense la comprendre. Mais justement, à partir de quel moment est-ce qu'elle se fait la distinction? C'est-à-dire que on ne naît pas femme, on devient. euh, Mhm. alors, vraiment, je suis désolé, s'il y a des mauvaises formulations ou autre, évidemment, je le dis avec la naïveté et la bienveillance possible, hein, mais je peux faire des erreurs. Euh, mais si on ne naît pas femme, on le devient. Ouais, mais alors, qu'est-ce qu'on est en fait? Comment est-ce qu'on est? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est une excellente question, puisqu'en fait, c'est là où cette distinction entre sexe et genre, on est une chose, et puis enfin, il y a une distinction entre le corps et la façon d'être vu, d'être compris, d'être socialisé. Voilà, dans cette distinction sexe et genre. En fait, ça, c'est le niveau 1, si vous voulez. Mais après, enfin, si tu veux, il faut aller plus loin. Il faut aller. On peut complexifier cette notion en faisant un level up, en gros, pour aller au niveau supérieur. En réalité, on ne naît, et ça, on ne naît rien. On a un corps, et déjà le sens qu'on donne à ce corps-là est un but de sens social. Je suis désolé, j'utilise des mots un peu peut-être techniques, mais vous avez sûrement entendu, quand je dis vous, je veux dire tous les gens qui nous écoutent, on a beaucoup parlé de Judith Butler et d'autres, donc une théoricienne très connue qui travaille sur les questions de genre. Ce qu'elle nous explique, c'est que le sexe, ce qu'on pense être juste tout simplement le corps, la biologie, est déjà très influencé et est influencé par la société. Parce qu'à un moment donné, le corps médical, les spécialistes ont dû se dire, ça c'est un corps de homme, ça c'est un corps de femme. Mais qu'est-ce qu'homme, qu'est-ce que femme? Il faut déjà être d'accord sur ce que c'est. Et pourquoi on pourrait être pas plus, pourquoi il y a deux catégories, pourquoi il n'y en a pas d'autres, hein. Ouais. Et en réalité, la biologie est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et c'est là où
où il est important d'être très nuancé. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait dire que les sciences médicales ont fait une espèce de, enfin, se sont dit, pénis égale homme, vagin égale femme, point. Et c'est ça qui aurait apporté ensuite, c'est comme ça que serait venu le genrage. Bah, en fait, c'est vrai que déjà, c'est comme ça qu'on le comprend au quotidien facilement. On se dit pénis et vagin. Mais déjà, ce que tu viens de dire, pénis et vagin, c'est faux. C'est une fausse équivalence. Donc, Ok. je me permets de te le dire Ouais, parce bien que, sûr. en fait, nous, on apprend dès tout petit qu'un garçon a un pénis et une fille a un vagin. Mais le pénis n'est pas l'équivalent du vagin. Le pénis, c'est l'équivalent du clitoris. Mais on parle pas de ça. On dit pas ben, des garçons ont un pénis et des filles ont un clitoris. Parce Ouais. qu'en réalité, il faut parler d'une vulve, c'est beaucoup plus compliqué, ça, c'est un autre système. Et donc, pénis, clitoris, on ne le dit pas, mais ce serait ça la comparaison, disons, la plus juste. Mais si on ne la dit pas, parce qu'effectivement, on utilise les parties génitales externes pour mettre des gens dans des cases à la naissance. Souvent, c'est les médecins qui vont dire, ou avant même, quand on fait l'échographie, pour justement essayer de voir s'il y aurait un pénis visible au niveau du fœtus. On va dire qu'il s'agit d'un garçon, mais c'est parce qu'on pense voir un bout qui correspondrait potentiellement à un pénis. Mais tout ça, effectivement, relève d'une décision médicale, d'un accord entre un médecin qui a cette partie génitale externe correspond à telle ou telle catégorie. Et après, toutes nos structures sociales On ont passe été là-dessus. faites pour ça. Eh oui, d'accord, d'accord. On a Ogrimus dans les commentaires qui dit quelque chose de très intéressant dans le chat. Il dit en Asie du Sud-Est, on distingue le sexe morphologique du sexe, entre guillemets, spécifié par les codes sociaux. Le corps et l'esprit ne sont pas forcément dans l'alignement dit classique. C'est quelque chose qui est curieusement naturel dans certaines régions du monde et totalement ignoré, voire tabou dans d'autres. C'est là où on voit fortement l'impact socio-culturel d'un lieu. Tout à fait. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement, tiens, il y en a un qui dit que jusqu'à sa naissance, les médecins pensaient que j'étais une fille. D'accord, c'est marrant. Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit tout le côté un peu. Ben oui, c'est ça, toute la dimension sociale, quoi. Oui. Est-ce que dans les études de genre, tu t'intéresses du coup, enfin, tu t'intéresses dans le même temps à la transsexualité? Bah oui, forcément, c'est-à-dire que la transidentité, aujourd'hui, on parle plus trop de transsexualité, c'est un D'accord. terme qui est un peu dépassé parce que transsexualité était un terme plus clinique et qui avait pour idée comme quoi c'était une transformation du corps, alors que la transidentité, c'est plus large et ça comprend un phénomène qui ne concerne pas que le corps. Mais peut le concerner comme le Ouais. corps concerne tout le monde. Mais oui, les questions de transidentité, les questions d'intersexuation, c'est-à-dire que on revient un peu à ce qu'on disait avant, la biologie est beaucoup complexe qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que ça me fait rire jaune des fois quand les gens ils disent mais enfin, toute cette histoire de théorie du gender, la réalité c'est dans le corps. Et là, j'ai envie de dire, bah oui, tout à fait, une réalité est dans le corps, mais ça c'est une façon de comprendre la réalité. Mais si vous dites que la réalité est dans le corps, que c'est la biologie qui prime, bah alors regardons la biologie. En réalité, le sexe biologique est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas tout simplement d'avoir des parties génitales externes qui correspondraient plus ou moins à ce qu'on considère être la norme. On a aussi un sexe génétique, un sexe chromosomique, un sexe génitales, mais on a aussi des parties génitales internes qui n'ont rien à voir avec des parties génitales externes. Tout ça n'est pas obligé d'être concordant. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair, hein, n'hésite pas si ce que je dis n'est pas clair. Hein. Oui, ça l'est. Après, je ne sais pas jusqu'où je peux pousser parce que je ne sais pas à quel point j'ai peur à un moment d'entrer dans la partie trop clinique, médicale et que tu sois plus du coup forcément en mesure de. Mais Ouais. Je dirais, quand je ne sais pas, je dis oui, hein, oui, que oui, je ne oui. sais Oui, pas. oui. Mais en Hein. fait,
En études sur le genre, on est obligé aussi de comprendre les questions médicales parce que souvent on est Ouais, confronté à cette question-là. Mais bien sûr, bon, je ne suis pas médecin, je ne suis pas généticien, mais je comprends aussi le sexe génétique et à quel point c'est compliqué. Et ça devient, c'est une question d'actualité parce qu'on voit que on s'inquiète beaucoup de l'accès de certaines personnes au sport, notamment aux femmes trans ou aux hommes trans, mais aussi aux personnes dont le sexe n'est pas au pôle masculin et au pôle féminin de l'autre, mais qui se situe sur le spectre, puisqu'il y a un spectre du sexe. Euh, donc, il y a eu des exemples d'athlètes voilà, où on dit bah, vous n'avez pas le droit de concourir en tant que femme parce que le taux de testostérone endogène, c'est-à-dire naturel dans votre corps, est trop élevé. On ne peut pas vous considérer comme étant dans la catégorie femme. d'accord. Il y a tout un tas de raisons qui expliqueraient pourquoi. Et, voilà, donc ces aspects, disons, techniques et médicaux intéressent les gens qui travaillent sur les questions de genre, puisqu'il y a toujours cette dimension sociale qui revient. D'accord. Et justement, Auguste parlait effectivement de l'impact socio-culturel. Euh, Ouais. comment ça se fait alors, je sais pas s'il y a une réponse précise à ça, mais comment ça se fait que certaines sociétés acceptent beaucoup plus facilement que d'autres la différenciation entre le sexe biologique et le genre? Ça, c'est une bonne question. C'est vrai que pour revenir sur l'idée qu'il y a une réelle différence selon les endroits et selon le temps aussi. C'est-à-dire que bon, les sociologues, pour ne citer qu'eux et elles, s'intéressent aux changements dans le temps et dans l'espace. Donc, un côté, on nous dit que ben, le genre, c'est quelque chose de naturel. Et donc, si quelque chose est naturel ou est inné et ne changerait pas, on s'attendrait à avoir le même système binaire, homme-femme, partout, partout et de tout temps. Mais quand on regarde, il y a tout à fait des sociétés qui existent aujourd'hui où il n'y a pas que de genre, il y en a plusieurs, où il n'y en a pas. Dans le temps aussi, on a vu euh, même dans les sociétés occidentales, davantage de possibilités de catégories de genre qui ont disparu ou qui se sont transformées. Aujourd'hui, on assiste à une explosion des possibles avec une demande très forte d'en finir avec la binarité homme-femme pour qu'on puisse se dire non-binaire, par exemple. Donc ça, c'est juste le constater qu'il Oui. y a cette diversité. Mais comment l'expliquer, c'est une autre question à laquelle j'ai pas forcément une très bonne réponse comme ça, mais ça implique plusieurs choses et ça pose forcément la question de pourquoi on a un système binaire et pourquoi, à quoi ce système sert. Et c'est là où il y a des critiques féministes très intéressantes qui nous expliquent que une des justifications de la binarité et de la catégorisation homme-femme, c'est pour mettre en place un système hiérarchique et où, dans un système de domination masculine hétérosexiste, ce sont les hommes qui seraient au-dessus des femmes. Et l'intérêt donc d'avoir une catégorisation, c'est justement pour pouvoir maintenir cette inégalité sociale. D'accord, d'accord. C'est Euh, une explication. Oui, 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 ouais, effectivement, c'est une explication. Merci. Alors, dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, évidemment. Moi, j'aimerais revenir juste sur cette notion de genre. Euh, je la comprends un peu mieux, mais malgré tout, il me manque quand même une espèce de définition, un petit Ouais. cercle théorique. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de... si demain on te demande, OK, Michael, mais ça veut dire quoi le genre? Comment est-ce que tu réponds? Alors, le genre, c'est l'ensemble, le genre est à la fois l'ensemble des attentes sociales qu'on va avoir envers une personne en fonction du sexe qu'on va lui donner. Et ces attentes vont conditionner notre façon d'interagir avec cette personne, vont conditionner notre façon de nous projeter sur elle, d'imaginer son avenir. Euh, et en quelque sorte, le genre nous aide à prendre des décisions très rapides au quotidien pour mettre des gens dans des cases et pour fonctionner. Parce que, mine de rien, c'est difficile dans la vie de tous les jours de ne pas avoir des façons rapides de dire voilà, qu'est-ce que je achète comme cadeau? Bon, les filles, elles aiment le chocolat et elles aiment
des trucs romantiques, donc je sais que c'est vers ça que je peux aller. Ça, le genre nous permet de faire des décisions rapides D'accord. au quotidien. Donc, en gros, c'est l'ensemble, comme je disais, c'est donc l'ensemble des attentes, l'ensemble des normes par rapport à une personne, en fonction de la catégorie dans laquelle on va la mettre, pour faire vite. D'accord, c'est très intéressant cette notion. Effectivement, j'avais jamais vu ça comme ça en fait. Cette notion c'est l'ensemble des attentes sociales qu'on va avoir effectivement. Du coup, on nous demande, est-ce que le genre est plus lié à est plus lié à la société que le sexe? Oui, bah alors là, si on peut aller un peu plus loin dans la définition, Bien sûr. ça c'est une définition que je donne en cours en introduction en études sur le genre, dans le master études sur le genre, dans le cours d'intro en sociologie du genre. Bon, il y a plein de façons de le conceptualiser, donc ça je présente qu'une façon, mais que je trouve assez utile. Plutôt que de distinguer entre sexe et genre, on peut distinguer entre sexe, catégorie de sexe et genre. Donc il y a trois choses: sexe, catégorie de sexe et genre. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut mettre dans ces trois cases-là. Donc le sexe, c'est tout simplement la biologie, dans toute sa complexité, ni plus ni moins. Ça va être les gènes, les chromosomes, les parties génitales, externes, internes, les hormones, et aussi, là, ce que j'avais oublié de dire tout à l'heure, les gonades aussi, donc les ovaires et les testicules. Tout ça, c'est le corps, c'est la biologie, c'est le sexe. Mais la biologie telle qu'elle, on ne l'interprète pas, etc. C'est juste ce qui est dans le corps. Ok. Ça, c'est le sexe. En réalité, peu de gens connaissent l'ensemble des critères de leur sexe biologique. En me regardant, vous vous dites, bon, je vois une barbe, donc c'est une personne qui a de la pilosité. Automatiquement, sans y penser, vous faites déjà une idée de ce que j'ai dans mon corps. Vous imaginez, bon, j'espère que vous imaginez pas mes parties génitales, mais vous imaginez que je vais avoir un certain corps et que ce corps va correspondre à ce que vous imaginez être un corps de, entre guillemets, homme. Mais moi, je peux vous dire que je n'ai jamais fait de karyotype. J'ignore totalement mes chromosomes. Je ne peux pas vous dire si je suis XY ou XX. Je ne l'ai jamais fait. Mais on fait des présupposés sur ma biologie, on fait des présupposés sur ce qui est dans mon corps. Et en fait, les médecins à la naissance, déjà comme on a pu dire, les médecins pensaient que j'étais une fille jusqu'à ce que, parce que les médecins, ils ont vu quelque chose et ils ont imaginé ce qui était votre biologie, mais sans avoir encore toutes les informations. Nous, au quotidien, la plupart des gens, on ne connaît pas vraiment ce qu'est notre biologie. On a des indications, ce qu'on peut voir, ce qu'on suppose avoir, mais la plupart des personnes n'ont pas fait de test génétique pour savoir concrètement s'ils ont le gène SRY, par exemple. Tout ça, en fait, nous explique qu'il y a autre chose que le corps. Il y a, donc pas que le sexe, il y a aussi la catégorie de sexe. Et la catégorie de sexe, c'est ça et c'est totalement social, en fait, c'est tout ce qu'on imagine être votre biologie. Donc quand vous regardez quelqu'un dans la rue, vous allez mettre cette personne dans une catégorie. Cette catégorie, c'est le genre, en fait. Cette personne, si elle a, par exemple, je ne sais pas, des cheveux longs, a une certaine démarche, a des talons, porte des boucles d'oreilles, tout ça, ça va faire, bon, ça c'est des signes extérieurs, donc c'est le genre, c'est les attentes sociales, mais vous allez mettre cette personne dans une case biologique en imaginant ce qu'est sa biologie. Ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie de sexe, et c'est cette catégorie-là qui est sociale et qui n'est pas notre biologie, mais ce qu'on imagine être nos biologies. Et c'est ultra important parce que sans le savoir, on l'utilise tous les jours, cette catégorie de sexe. D'accord. Donc en fait, il y a cette idée que oui, en fait, on a un cerveau. Alors, je suis pas plus, comment dire, pas plus médecin que toi, hein, mais pas plus neurologue que toi, mais on a un cerveau qui a besoin de catégoriser. Et en fait, en fait, c'est à ça que servent les catégories de sexe, comme tu dis, qui nous permettent d'interagir en société, parce qu'on ne peut pas passer du temps à essayer on peut pas, en fait, on peut pas individualiser chaque personne et en faire l'étude complète au regard, quoi, en fait. Oui, bah oui. Bah en fait, ce qui se passe, c'est que
Bon, de la catégorie de sexe, nous on dit il y a deux catégories de sexe, il y a hommes et femmes, et les gens doivent rentrer dans ces cases-là. Donc, si vous avez des parties du corps qui correspondent à ça, on va vous mettre dans cette case-là. Donc, moi, à la naissance, je suis une personne cisgenre, ça veut dire que mon identité de genre correspond au sexe qu'on m'a assigné à la naissance, le sexe masculin. On a dit il s'agit d'un garçon. Bon, pour moi, je me considère être un homme, voilà, donc moi je suis une personne cisgenre, contrairement à une personne trans dont l'identité ne correspondrait pas à sexe qu'on lui aurait attribué à la naissance. Ok, alors ça, on va, alors ça, Comment? ça, on va y revenir à la transidentité parce que ça soulève plusieurs questions. Coucou Macbeth, en tout cas, content que tu aies pu venir. Mais oui, écoute, tiens, je vais me tenter un délicat mais néanmoins tentable résumé de ce qui a été dit là. Je vais essayer en quelques phrases. Du coup, Michael, Bon. merci. Michael, je parle en ton, évidemment, je parle sous ton contrôle, hein, évidemment. Bon, alors, l'idée, en fait, si tu veux, c'est que Macbeth, il y a les différences entre sexe et genre, notamment, ou entre sexe et catégorie de sexe. C'est l'idée que le sexe, contrairement à ce qu'on pense, il y a pas une zigounette et une foufoune, en fait. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Genre biologiquement, vraiment, là, on parle du point de vue de la biologie, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser, d'un point de vue génétique, d'un point de vue tout ce que tu veux. Et du coup, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a une différence à faire entre les différents genres, parce qu'il y a tout n'est pas tout noir ou tout blanc en fait. Voilà, on n'est pas seulement homme ou femme. C'est pas facile à résumer, hein, dis donc. Mais voilà, il y a cette idée, j'espère que je suis bien pour l'instant, il y a cette idée qu'en fait, vu qu'on est biologiquement beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'air, que ce qu'on pense de prime abord, euh, bah, au niveau de l'identité qui est liée à nos parties génitales, en fait, c'est beaucoup plus complexe que homme ou femme. Voilà. Dans la mesure où il n'y a pas seulement zizi foufoune, il n'y a pas seulement homme et femme. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. C'est ça l'idée. Et on n'a pas encore abordé la question de transidentité. Est-ce que mon résumé est correct, Michael? Est-ce que ça va? Oui, alors ce que je dirais en fait, c'est juste pour revenir à la définition du genre, c'est-à-dire qu'on va à la naissance, on va dire, bon, il s'agit d'un garçon, il s'agit d'une fille. Et à partir du moment où on décide que tu es un garçon ou que tu es une fille, on va pas avoir les mêmes interactions avec toi. Et c'est là, ça c'est le genre, c'est toutes les attentes qui sont autour, et tu vas développer une identité en fonction de ça. On va te dire tu es un garçon, tu es une fille, et du coup tu vas te dire je suis un garçon et je suis une fille, ou alors tu veux te dire bah non, je me sens ni garçon ni fille, ou je me sens fille alors qu'on me dit que je suis un garçon, etc. Mais on peut dire ces choses-là. Et souvent on utilise, enfin disons dans la très grosse majorité des cas, on va utiliser les parties génitales externes pour te dire ce que tu es. Mais bon, ce n'est pas les parties génitales qui nous communiquent, hein, c'est les autres autour de nous qui nous disent ce qu'on est censé être. Voilà, c'est juste pour reprendre un peu comme ça. Ouais. J'aimerais te donner un exemple pour rendre ça un peu concret. Oui, bien sûr. Moi, je n'aurai pas la chance d'être enceinte parce que j'ai pas d'utérus et ça m'arrivera pas du coup. Mais pour les personnes qui auront la chance un jour d'être enceinte ou qui ont déjà eu cette expérience-là, vous aurez très probablement des gens qui vont vous demander c'est un garçon, c'est un garçon ou une fille, ou est-ce que tu connais si ça va être un garçon ou une fille? Il y a plusieurs façons de répondre à ça. On peut dire c'est un garçon si le médecin a dit qu'il s'agissait d'un garçon. On peut dire c'est une fille si le médecin lui a dit ça, ou la médecin. Ou alors on peut dire je sais pas. Souvent les gens ils disent ah mais c'est mignon, c'est parce que vous voulez attendre la naissance pour savoir, c'est une surprise. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est de dire je vois pas l'intérêt de vous le dire. Et là, les gens, ils vont très mal réagir. Ils vont dire mais comment ça, vous voulez pas nous le dire? Je veux juste savoir si c'est un garçon ou une fille. Là, c'est très intéressant parce que quel est l'intérêt de connaître le genre futur d'un enfant à naître? À quoi ça sert? Pour le moment, c'est des cellules dans l'utérus qui se développent, mais en gros, cette nécessité de connaître nous en dit long sur le pouvoir du genre. Souvent, c'est parce que les gens ils disent mais j'ai envie de pouvoir acheter des cadeaux. Ça veut dire que tu ne vas pas acheter les mêmes cadeaux en fonction de si c'est un garçon ou si c'est une fille.
Et c'est là où ça peut poser problème, parce que pourquoi acheter des cadeaux différents? Quel est Oui, l'intérêt d'acheter des cadeaux différents? oui, mais tu vois, c'est marrant comme exemple parce que justement, avec ma copine, on se dispute un peu en ce moment là-dessus, justement, parce que elle me dit si je suis enceinte, on va pas. J'ai pas envie de connaître le sexe du bébé. Justement parce que les gens vont me demander et puis j'ai pas envie que machin. Alors moi ça m'énerve parce que moi je vais le savoir parce que je suis curieux et parce que j'ai pas envie d'attendre je sais pas combien de temps. mais Pourquoi faire? je vais le savoir pour moi parce que j'ai en fait écoute j'ai besoin d'avoir le contrôle sur ma vie et s'il me manquait l'information, je me sens pas. Voilà, donc ne venez pas me rendre malheureux. Bref, Mais oui, 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 oui. Mais, mais c'est super intéressant, j'ai envie d'en discuter là. Ouais, Parce qu'en fait, ce sujet-là, qui est très concret, nous permet de comprendre le pouvoir qu'a le genre dans nos vies. C'est-à-dire que tu dis, j'ai une anxiété, j'ai envie de savoir, j'ai envie de pouvoir tout contrôler, mais cette information-là, ouais. qu'est-ce qu'elle te donne? Qu'est-ce qu'elle te donne concrètement? Ok, alors je vais répondre. Alors déjà, Macbeth, je garde ta question de côté pour l'instant, mais on y revient après, hein. Là, je réponds à Michael, mais après, je relance ta question, t'en fais pas. En fait, oui, en fait, c'est intéressant parce que ce que tu dis. Parce que c'est vrai que moi, j'avais l'impression alors, tu vois, ce besoin de connaître le sexe de l'enfant parce que j'aime pas être dans la certitude. Mais c'est vrai qu'en fait, ce que je suis en train de le réaliser en direct là. Donc, c'est quand c'est émotion un peu. Je suis en train de me dire qu'en fait, aussi, ce qui me. J'ai besoin de pouvoir imaginer l'avenir de l'enfant. Et c'est vrai, en fait, hein, je me sens coupable. J'ai envie de plaider coupable d'un coup là. Non, Euh, non, parce faut que. pas se culpabiliser. C'était pas mon objectif, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que quand les gens, la transphobie quelque part, ou l'homophobie, ou toutes les anxiétés liées aux questions de genre, c'est parce que ça relève de quelque chose d'ultra profond, Ouais. que tout le monde en soi. Et ce que tu dis, c'est que j'ai envie d'imaginer, j'ai envie de me projeter, mais c'est-à-dire que tu te projetterais différemment si tu avais une fille ou si tu avais un garçon. Et bien sûr, enfin, je veux dire, nous, depuis la naissance, on nous encourage à nous projeter, donc forcément, nous aussi, on se projette sur des enfants. Euh, donc, c'est tout à fait normal, hein. Et je dis pas, moi, mon rôle n'est pas de dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas Ouais. faire. En revanche, mon rôle, c'est quand même de dire que là, il y a quelque chose, hein. Ce quelque chose-là s'exprime de manière très, très concrète à la naissance ou avant la naissance. Mais c'est C'est vrai, là hein. où on peut prendre le pouvoir de ça. C'est vrai, je me rends compte que ça a vraiment du sens ce que tu dis parce que, ouais, en fait, je réalise que je n'imagine pas, et pourtant, je suis. Coucou Micron, et merci Brigadier pour ton follow. Merci beaucoup. J'espère que le contenu te plaît, mais je n'en doute point, évidemment. Du coup, je rappelle si vous venez d'arriver, parce que je vois des gens qui arrivent, et c'est tant mieux, que Michael Stamboli, c'est du coup sociologue, spécialisé entre autres dans les études de genre, et c'est pour ça qu'on a discuté avec lui, parce que du coup, il a une bonne connaissance du sujet, et qu'il peut nous éclairer sur pas mal de choses. Ouais, du coup, Michael, c'est intéressant parce que je me rends compte que, ouais, en fait, et pourtant, malgré le temps que je passe à essayer de déconstruire les clichés et tout, et à me moquer des clichés que je peux voir, tiens, il y a, par exemple, chez moi, il y a un jouet club, tu vois. Il y a un jouet club et ça me fait marrer parce que tu as la devanture. La devanture, c'est les années 60, quoi. La devanture, vraiment, donc tu as l'entrée au milieu, et sur le côté, donc tu as les deux parties du magasin, et tu vois d'un côté bleu et d'un côté rose, et le côté bleu, c'est des super-héros, c'est des bagnoles, c'est des camions de pompiers. Et du côté droit, c'est des princesses et des dinettes. Enfin, vraiment, genre le stéréotype total, tu vois, genre tu peux pas faire plus cliché. Et donc, tu vois, tout ça, je le déconstruis autant que je peux, et je me rends compte oui, oui, Micron, c'est classique, mais genre, je pensais pas. Enfin, c'est très caricatural, en fait, ça qui est marrant. Et en fait, je me rends compte là, avec cet échange qu'on vient d'avoir là, que oui, que si j'ai besoin de connaître le sexe de l'enfant, c'est pas pour savoir si je dois l'inscrire au foot ou à la danse. C'est pas là-dedans. Mais c'est que j'ai quand même besoin de ça pour arriver à me projeter un avenir qui peut se construire. Alors qu'en soi, Oui, tout oui. est. Mais c'est justement, c'est-à-dire que j'ai besoin de me projeter, c'est-à-dire que
on ne peut pas, ce que tu dis, et c'est pas de ta faute, hein, c'est pour ça qu'il est important d'arrêter de réfléchir. C'est le néolibéralisme capitaliste qui nous encourage à penser que tout est au niveau individuel et que tout est de notre faute. Non, on est dans un système qui fait que forcément, tu as plus du mal à imaginer ta fille être joueuse de foot que ton garçon, parce on manque de représentation, etc. Donc oui, c'est normal, il ne faut pas se culpabiliser, mais ce n'est pas pour autant que ce ne soit pas un problème, parce que justement, si nous, en tant que futurs, enfin nous, moi non, parce que je n'aurai pas d'enfant, mais si les parents ont du mal, même des parents avec un engagement féministe sur l'égalité, ne peuvent pas se projeter de la même manière en se disant je n'ai pas besoin de savoir si je vais avoir un garçon ou une fille ou un enfant non binaire qui ne rentrera pas dans une de ces cases-là. C'est parce qu'on ne peut pas imaginer pas le même métier, pas les mêmes choses, pas jouer au même jeu, pas le même avenir. En fait, tout l'avenir des individus est contraint quelque part par ces règles sociales, ces normes. Voilà. D'accord, je vois. C'est très intéressant. Tu entends ça, ma petite caille d'amour? Incroyable, hein, cette révélation que j'ai eue en direct là. Hein. Bon, alors, bref. Intéressant, très intéressant. Ben non, non, mais Nono, évidemment, évidemment, moi tu me connais. Bon, moi, s'il veut jouer Peach ou avoir une poupée, il n'y a évidemment aucun problème. En tout cas, Michael, tu es surveillé. Attention, Brigagnon. Je suis me sais très bien, et puis j'ai besoin d'être surveillé un peu, et donc du coup, mais c'est grâce aux étudiants et étudiantes que j'ai pu encadrer, que j'ai beaucoup appris aussi. Parce qu'en fait, les études sur le genre, c'est un champ en évolution constante et on ne peut pas rester sur nos acquis. En fait, le champ a beaucoup évolué depuis le milieu des années, depuis le milieu du XXe siècle. Hein. Et donc, nos connaissances changent très régulièrement. Ouais. S'améliore aussi. Donc, c'est aussi grâce aux personnes que j'ai pu encadrer que j'ai beaucoup appris aussi. D'accord, bah, tant mieux. Bah, tu vois, Brigagnon, quelque part, on te remercie aussi. Hein, c'est grâce à toi que Michael est là ce soir. Ouais. Écoute, j'aimerais revenir sur la question de Macbeth un peu plus tôt, Ouais. qui revient un peu sur la définition. Du coup, qui demande les chromosomes XX et XY, ils indiquent quoi alors? Est-ce que c'est pas strictement homme-femme? Bah, disons que, encore une fois, bon, disons que moi je ne suis pas médecin, toi non plus, mais Ouais. pour expliquer le sexe chromosomique, on utilise les chromosomes chez l'être humain, parce que le sexe chromosomique chez d'autres animaux, c'est pas pareil, chez les oiseaux, etc. Bon, chez les êtres humains, on considère que la personne ayant des chromosomes XX est une femme, chromosomiquement parlant, enfin, a un sexe de femme, sexe féminin, et XY a un sexe masculin. Mais en réalité, on peut très bien avoir deux chromosomes X sans pour autant avoir d'autres aspects biologiques, notamment des parties génitales externes, par exemple, ou des gonades, qui sont concordantes. Donc là, pour pouvoir bien répondre à cette question-là, il faut aller un tout petit peu dans la technicité. Est-ce qu'on y va dans la Oui, vas-y, technicité? vas-y. Allons-y, allons-y. Donc, et là, je schématise parce que c'est plus complexe que ce que je ne vais vous le dire, et ça, on le voit de temps en temps dans les cours de biologie au lycée, mais pas forcément en grand détail. Donc voilà, je schématise. En gros, souvent les gens ils confondent les gonades avec les parties génitales, mais les gonades c'est pas pareil, c'est les ovaires et les ovules, et les ovaires pardon et les testicules. Et les gonades produisent aussi des hormones, hein, donc les testicules par exemple produisent de la testostérone. D'accord? Ben, en réalité, au départ, et là j'essaie de répondre à cette question souvent dans les cours que je donne, donc souvent c'est une explication plus longue, etc. Mais donc je fais un peu plus rapidement. Les gonades, la forme des gonades, est-ce que les gonades vont être des testicules ou des ovaires, ou alors un peu des deux, parce qu'il y a beaucoup de personnes chez qui c'est pas totalement différencié. Au départ, on a des gonades qui peuvent soit devenir des testicules, soit des ovaires, soit un peu des deux. Okay? Donc, ça, il faut imaginer à l'étape du fœtus.
cette division n'a pas encore eu lieu. La direction que va prendre vos gonades va avoir lieu en fonction de vos gènes. Et vos gènes c'est vos chromosomes. Les chromosomes sont composés de gènes, n'est-ce pas? Alors, pourquoi on dit avoir des chromosomes XY fait qu'on devient un homme? C'est parce que généralement sur le chromosome Y, il y a une petite région qui s'appelle SRY qui permet qui donne le message aux cellules des gonades pour devenir des testicules. Donc, si vous avez cette région sur votre chromosome Y, ça va faire en sorte, normalement, avec d'autres gènes, avec d'autres processus, je schématise, vont faire la région SRY sur votre chromosome Y va faire en sorte que vos gonades deviennent des testicules. D'accord? Ok. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on dit rapidement, très facilement, bon, moi, chromosome XY, donc du coup, je suis un homme. En réalité, c'est parce que sur le chromosome Y, il y a une région qui donne l'instruction pour que vos gonades deviennent des testicules lors du développement dans le ventre de votre mère. Sauf qu'il y a des gens qui ont le chromosome Y et où cette région est manquante. Et donc, du coup, leurs gonades ne vont pas devenir des testicules. Donc, il est tout à fait possible d'avoir des chromosomes XY et de ne pas avoir des testicules. Et donc, du coup, de ne pas avoir la testostérone nécessaire pour pouvoir développer les parties génitales externes, entre guillemets, classiques. En tout cas, qui correspondent à la norme statistique masculine. D'accord. D'accord. Ça a été très complexe, je suis désolé, mais en réalité, c'est parce que la biologie est plus complexe qu'on ne le pense, qu'on ne le dit. Mais c'est complexe, oui et non, parce que c'est quand même très concret, en fait. C'est très concret malgré tout, donc voilà, Oui. ça reste... Et tiens, on a JK Best Boy qui dit: j'aimerais bien savoir à quel point c'est fréquent d'avoir un sexe chromosomique différent du sexe représenté par le partie génitale. Est-ce que toi, tu as des informations là-dessus? Alors, statistiquement, j'ai pas les stats sur moi comme ça, on pourrait aller le regarder, il y a beaucoup de publications, parce qu'en fait, alors ça, c'est un domaine de recherche très intéressant, à la fois un domaine de recherche médical, mais aussi un domaine de lutte et un domaine de recherche aussi en sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que pendant longtemps, on appelait des personnes qui ne rentraient pas dans des cases fixées par les médecins comme étant des cases normales, hommes-femmes, on appelait ça des hermaphrodites, d'accord? Ouais. Aujourd'hui, on ne parle plus trop de ça, on va plutôt parler de divergence de développement sexuel. Et il y a aussi un mouvement social autour de ça qui dit non, pourquoi on va parler de divergence? On peut aussi parler de diversité du développement sexuel. En gros, le corps se développe de plein de façons. Certes, la majorité des personnes vont avoir un corps biologique avec les critères biologiques, et je les rappelle, les critères biologiques, c'est les gènes, les chromosomes, les gonades, les hormones, les parties génitales externes, les parties génitales internes. Toutes ces choses-là peuvent varier, ne sont pas obligés d'être concordants, mais dans la majorité des cas, les gens vont avoir une concordance qui correspondent aux catégories normales, garçon-fille ou homme-femme, et on va rentrer ces gens dans ces cases-là. Mais effectivement, donc du coup, la question que tu poses, c'est les statistiques des gens qui seraient sur ce spectre, parce que le sexe biologique est sur un spectre et n'est pas bimodal avec deux catégories. Alors, tout dépend comment on le mesure. Et là, je ne peux pas dire les statistiques comme ça, parce que la façon de mesurer est très contestée, en fait. Contestée et sujet de débat très intéressant, parce que, là, je me permets de parler un peu longtemps, mais tu me coupes si je deviens trop chiant. C'est que, qu'est-ce qu'un problème entre guillemets, de développement sexuel. Et tout est dans la notion de problème. D'accord? Alors ça, je suis obligé de dire au public que ce que je vais vous dire là peut être difficile à entendre. Donc, si vous voulez couper le son pendant 30 secondes ou 1 minute, d'accord? Je suis désolé, c'est pas très sympa pour toi que je te dis ça, mais c'est parce que, en fait, on est face à un problème de violence médicale. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'un problème de développement sexuel? Certaines personnes vont naître avec ce qu'on appelle un micro-pénis. À partir de quel moment un pénis est trop petit pour être trop petit, entre guillemets, parce que c'est pas moi qui le dis.
À partir de quel moment un micro-pénis est trop petit pour être un bon pénis pour que cette personne-là puisse être un homme bien dans sa peau, dans sa vie? Euh, donc, du coup, on considère que c'est un problème d'avoir un micro-pénis. De la même manière, qu'est-ce qu'un clitoris trop grand? Rappelle-toi qu'au début, on avait dit que la correspondance en termes de tissu du corps, le clitoris et le pénis, Ouais. c'est le même tissu. Et donc, du coup, certaines personnes vont naître avec un clitoris plus grand que la moyenne. Et ben, les médecins disaient ça, c'est un gros problème. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec un... Alors, en réalité, il faut savoir que ce n'est pas un problème médical. Avoir un clitoris plus grand que d'autres clitoris ne pose strictement aucun problème de santé. En revanche, ça pose un vrai problème social. Les gens ils disent, oh là là, ma fille, elle a un clitoris trop grand. Eh ben, on va... C'est là, trigger warning. Hein, donc, franchement, si vous ne voulez pas entendre ça, bouchez les oreilles ou vous coupez le son. Ouais. Et puis, tu peux dire que c'est bon de réécouter. On va couper le clitoris pour le réduire à une taille acceptable. Mais il n'y a rien de médical, c'est totalement social. On considère un clitoris trop grand, donc on va le couper. Moi, je considère ça insupportable. Il y a des militants, et ça c'est ce qu'on appelle un phénomène d'intersexualité, mais il y en a plein. Ça, c'est un exemple. Ou alors, quelqu'un qui aura pendant très longtemps, quelqu'un qui avait un micro-pénis, on va dire, bon, ce garçon-là, certes, il a des testicules, il a des parties génitales externes, mais ce pénis est trop petit, ça va être difficile pour lui, puisque c'est vraiment un micro-pénis, presque la même taille qu'un clitoris. On va enlever ça et on va lui faire une vulve. Et tout ça, c'est évidemment sans le consentement du gamin, puisqu'il vient de naître, dans les deux cas, que ce soit pour un clitoris ou pour un micro-pénis. Ça, ce sont des exemples de diversité du développement sexuel qu'on va considérer être des problèmes et on va intervenir sur le corps de l'enfant sans son consentement. Et tout ça, ce n'est pas un problème médical, c'est vraiment un problème social, parce qu'on considère que on ne peut pas permettre quelqu'un d'avoir juste le corps qu'il a à la naissance et de le laisser vivre normalement. On veut que ce corps rentre dans une case que nous, on a arbitrairement décidé devait être le corps normal. Ok. Pourquoi je t'expliquais tout ça? C'est parce que les chiffres, tout dépend. Les diversités du développement sexuel, il y a tellement de formes que pour les mesurer, c'est compliqué. Mais si on prend la fourchette la plus large, disons, on inclut dedans tout ce qui est possible, on est aux alentours de 4% de la population. Donc ça inclut des pénis un peu trop petits, trop entre guillemets, ou des clitoris un peu trop grands, jusqu'à d'autres phénomènes d'intersexualité comme le phénomène de l'insensibilité totale à l'androgène. C'est quelqu'un qui a des chromosomes XY, a un sexe génétique masculin, a des testicules, mais en revanche, toutes les cellules de son corps sont insensibles à la testostérone qui est produite par ses testicules, qui fait que à une naissance, elle va avoir une vulve, à la puberté, elle va des caractéristiques secondaires, des seins, etc., qui vont se développer. Et ce n'est qu'au moment où on va découvrir que cette personne-là n'a pas ses règles qu'on va dire, bon, on va essayer de voir ce qui se passe, et là, on va voir, en fait, vous n'avez pas d'utérus, vous n'avez pas d'ovaire, vous avez des testicules. Mais vous êtes insensible, disons, vos cellules sont incapables d'interagir avec la testostérone qui circule dans votre sang. L'insensibilité totale à l'androgène est très, très rare, est très rare. Ouais. Mais si on considère toutes les diversités, des formes de diversité de développement sexuel, elle en fait partie. Elle en fait partie et c'est non négligeable, en fait, le nombre de formes de diversité, même si bien sûr c'est minoritaire. Oui, parce que même si c'est minoritaire, même 4%, on parle de tellement de monde que 4% de beaucoup de monde, bah, ça fait quand même beaucoup de monde, quoi, finalement. Oui, et pendant longtemps c'était une honte, on n'en parlait pas, on ne disait pas aux enfants qu'ils avaient cette diversité à la naissance. On allait leur dire, surtout les médecins disaient ne dites surtout jamais rien à votre enfant, c'est une honte, hein, il faut le cacher. Et donc là, c'est grâce aux militants et militantes intersexes qui ont lutté déjà pour qu'on considère que le consentement de l'enfant est ultra important. Ouais. Bon, pour le moment, c'est encore un grand débat, mais qui n'est pas souvent bien suivi. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de ces histoires. Ok, je vois. Alors, Michael, avant de parler de toi, de ta spécialité, de tes recherches, parce qu'on a Ogrimus qui pose une question là-dessus, j'aimerais qu'on revienne sur la transidentité. Moi, tu vois,
face à la transidentité, en fait, j'ai du mal à comprendre. En fait. Voilà. Et je le dis vraiment sans aucune forme d'animosité, bien évidemment. En fait, j'entends le discours qui consiste à dire je ne me sens pas, je ne corresponds pas au genre qui m'a été assigné à la naissance. Mais en Oui, son fait, sexe, c'est aux gens aussi. Oui. dans la mesure où le genre est une construction sociale, Ouais. ben, libre à toi de t'en détourner, non? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qu'est- Bah qu'est- écoute, qu'est- déjà, vas-y. Qu'est-ce qui provoque, et si tu as des infos là-dessus, euh, qu'est-ce qui provoque le besoin de changer de genre, d'opérer une transformation à ce niveau-là? À quel moment arrive ce besoin-là, de manière générale? Bah, c'est difficile de généraliser parce que il y a énormément de différences selon les cas, selon les lieux, selon l'histoire Ouais, des régions, etc. Donc ça dépend vraiment du contexte déjà. Mais avant même de pouvoir répondre à cette question-là, parce que je pense que pour des personnes cis comme toi, comme moi, on n'a jamais eu à se poser cette bien question-là sûr. concrètement, mais on devrait. En fait, on s'intéresse à la transidentité parce que on considère que c'est différent, que ça pose question, que c'est anormal, c'est un phénomène plutôt minoritaire, mais un peu comme sur l'hétérosexualité, à quel moment as-tu décidé d'être hétérosexuel? Est-ce que Aucun. tu te souviens d'avoir... Voilà, parce que c'était normal pour toi. Mais Ouais. moi, en tant qu'homosexuel, on me demande souvent, mais quand est-ce que tu as décidé d'être homosexuel? Ça s'est passé comment pour toi? Est-ce que tu as quand même... Il faudrait peut-être que tu essaies avec des filles avant de décider que tu n'aimes, que tu les aimes pas, etc. Mais aux personnes trans, on va leur poser des questions un peu similaires. Quand est-ce que tu as décidé d'être trans? Pourquoi tu n'es pas juste à l'aise avec... Eh bien, aux personnes cis, on ne pose pas cette question, mais on devrait. Pourquoi toi, tu es à l'aise avec le fait d'être garçon? Hein? Pourquoi tu n'as pas envie de devenir une femme socialement? Tiens, bonne question, tiens, je vais essayer d'y répondre. Euh, alors, de manière assez cynique, je vais répondre que, parce que j'avoue que ça n'apporte aucune forme de privilège, hein, on va pas se mentir, hein, socialement. Euh, mais oui, d'accord, je comprends, d'accord, ok. Je comprends ce que tu dis. Ok, Mais ouais, est-ce que. Mais, je vais ouvrir les volets là, mais ouais. continue, je t'en. Ouais, en tout cas, bah, j'en profite pour dire Briganian, évidemment, et les autres, évidemment, aucune forme de transphobie. Si j'ai pu si j'ai pu être maladroit, en tout cas, dans mes questions, je m'en excuse, mais c'est évidemment plus de la méconnaissance qu'autre chose, quoi, comme mauvais esprit. Euh, donc, il y a cette idée quand même que, en fait, il y a un mal-être. Il y a un mal-être qui émerge à un moment ou à un autre dans sa construction personnelle. Non, pas forcément. Pas Donc là, forcément. les études montrent, et alors les études montrent, et puis Brigagnan pourrait en dire davantage éventuellement, parce que son mémoire portait en partie sur cette question-là. Effectivement, il y a chez certaines personnes un entre guillemets mal-être, et le mal-être, en fait, c'est un peu comme le mal-être de l'homosexualité ou le mal-être d'être femme, hein, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui nous dit qu'il faut être hétérosexuel, il faut aussi être un homme et que si tu n'es pas un homme, on va te le rappeler parce qu'il y a plein de mécanismes des violences sexuelles pour mettre les femmes à leur place. Et pour les personnes trans, constamment, on va dire, mais il n'est pas normal que tu n'es pas, si on t'a dit que tu étais un garçon depuis toujours et que maintenant tu dis que tu te considères être une fille, ou tu te considères être ni garçon ni fille, ou que tu te considères être autre chose encore plus, ou dans une autre catégorie, bah, c'est toi le problème et c'est à toi de nous expliquer d'où ça vient. Et donc le mal-être qu'on peut observer, c'est aussi parce qu'on est constamment dans un monde qui ne nous laisse pas être comme on souhaiterait être, tout simplement. Donc D'accord. le mal-être, en fait, le problème, c'est que souvent, il y a un raccourci qu'on entend comme quoi la dépression ou des problèmes d'ordre psychologique ou aussi des problèmes d'ordre social, comme le fait d'avoir un problème
à ne pas être viré de son boulot et tout ça, que ça viendrait de la transidentité et que c'est la transidentité qui créerait le mal-être, mais en réalité, le mal-être est créé par la société qui n'admet pas que des gens non cis puissent exister. Je ne sais pas si c'est clair, mais Oui, ça l'est. donc du coup, Oui, et il y a Briganier qui ajoute que même avant, dans la famille, il y a déjà les rôles de genre qui tournent, même si ça se renforce avec le temps. Et Eurémus qui nous dit, et si ce qui n'était pas normal, c'était de juger les autres par rapport à son propre référentiel uniquement, alors que la diversité est simplement naturelle. Ouais, bah oui, bien sûr, tout à fait d'accord, Eurémus, tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, dans mon esprit toujours, hein, il y a- je fais toujours un décalage entre la définition du genre, même celle que tu as donnée tout à l'heure, donc l'ensemble des attentes sociales liées à la catégorie de sexe d'une personne, et le fait qu'une personne se dise je ne me sens pas homme, je ne me sens pas femme. Euh, ok, mais du coup ça signifierait que si tu ne te sens pas homme, si tu ne te sens pas femme, ça veut dire que ça veut simplement dire que tu ne corresponds pas aux stéréotypes sociaux qu'on attend de toi. Mais qu'est-ce qui. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire en fait. dis-moi un peu plus pour que je Euh, comprenne. Parce que ouais, effectivement, on peut dire bon, tu corresponds pas aux stéréotypes. Déjà, il faut déconstruire ces stéréotypes-là. En fait, il y a un peu une question de l'œuf et la poule, hein. C'est-à-dire que si on habitait dans une société où il n'y avait pas d'attente sociale, bah, peut-être qu'on n'aurait pas nécessairement besoin de transidentité. C'est-à-dire que si on explose la cisidentité, on ne met plus les enfants dans des cases, on vit dans une société sans genre peut-être, ou alors avec une multiplicité. Donc ça, c'est un monde qui n'existe pas pour le moment chez ouais. nous. Ces choses se passeraient autrement. Autrement dit, on est dans une société binaire et on est dans une société binaire et où tu es censé correspondre au sexe qu'on te donne à la naissance. Et donc, du coup, on dit, bon, comme on disait tout à l'heure, t'imagines avoir un futur enfant, tu dis, j'ai envie de savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Imaginons qu'il s'agit d'une fille, bah, tu dis, bon, même moi, si j'ai pas envie non plus de faire de la discrimination ou de traiter ma fille différemment que mon garçon, quand même, hein, le fait de savoir que c'est une fille, tu vas lui donner un prénom de fille, très probablement. Tu vas lui acheter certains habits et pas d'autres. Tu vas avoir des attentes par rapport à elle et tu vas dire il s'agit d'une fille. Mais tu lui as jamais donné l'occasion à cette personne de se dire qui elle est. Donc le problème, c'est qu'on est dans une société où il est impossible pour le moment d'imaginer, de donner l'occasion aux personnes d'avoir une autodéfinition de soi. On est d'emblée, avant même la naissance, dans une catégorie. Et donc, les personnes trans sont des gens qui disent, je rejette cette catégorie qu'on m'a donnée sans mon accord et qu'on me l'a constamment rappelé tout au long de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie d'adulte, etc. D'accord, d'accord. Donc, et donc, il y a un rejet de toute forme de catégorisation qui va qui va jusque dans les premiers choix, comme tu dis, c'est du prénom, par exemple. Euh, d'accord, ok. C'est Je comprends mieux. difficile parce que toute notre vie est structurée autour de la binarité. Autour de la binarité, qui fait que tu as une carte d'identité, il y a ton sexe dessus. Sur la fiche d'appel, il y a souvent la feuille d'appel à l'école, on Ouais, va dire que tu es un garçon, tu es une fille. Tu as le droit de t'inscrire dans certaines activités et pas d'autres. Tu as le droit de faire certaines choses et pas d'autres. En fait, nos vies sont vécues dans une case. Et cette case-là, pour le moment, on n'en a que deux en France. Et non seulement on n'en a que deux, mais pour changer de case, pour dire, voilà, on m'a mis dans cette case-là à la naissance, si moi je veux pouvoir, puisque je considère que c'est non seulement mon identité, mais c'est mon droit de pouvoir choisir, c'est très complexe. C'est possible, mais c'est très complexe. Et c'est cette complexité engage aussi des questions d'ordre médical, parce que pour le moment, le corps médical considère qu'on ne peut pas juste choisir comme ouais. ça. Si vous voulez changer de case, il faut en plus montrer que
bah, c'est très profond, que vous en souffrez, etc. Ouais, Donc il faut, je vais vite, hein, parce que ouais, bien sûr. les détails sont plus complexes que ça. Mais en gros, pour le moment, l'État et tout son appareil médical, psychologique, juridique, etc., ne permet pas aux gens tout simplement de choisir leur case. Si les gens veulent changer, il faut vraiment montrer patte blanche, et cette patte blanche, pour le moment, c'est de rentrer dans les stéréotypes de ce que c'est que la transidentité. Et un des stéréotypes, c'est de souffrir du fait de ne pas pouvoir publiquement vivre avec son identité de genre qui ne correspondrait pas à celui assigné à la naissance. D'accord, d'accord, Mais on pourrait d'accord. imaginer ça autrement. Une société existe qui permette aux gens de choisir avec beaucoup plus de facilité. Ok, d'accord, oui. Alors que oui, comme dit Ogrimus, j'imagine qu'il faut un énorme courage pour ces gens qui affrontent cette marée sociale pour affirmer leur identité. Ah ben on voit quand même que la transphobie c'est quelque chose d'assez répandu, qui peut être assez violent en plus. Oui, donc évidemment, Oui. total soutien, hein. S'il y en a évidemment là, si aussi il y a des personnes transgenres dans le chat, évidemment, parmi les viewers, gros soutien, bien évidemment. Euh, Quand tu dis qu'une. Là, on est toujours vraiment dans le. Comment dire, dans l'élagage. On est là pour débroussailler toutes ces notions pour rester au clair pour tout le monde. Euh, quand tu dis que, justement, finalement, la transidentité, c'est dire je veux pouvoir choisir le genre, enfin, ou la catégorie de sexe dont on ne m'a pas donné le choix à la naissance, finalement. C'est Oui. choisir quoi? Est-ce que c'est choisir un ensemble de représentations sociales, un ensemble de pratiques, un ensemble de codes? C'est tout ça? C'est une excellente question parce qu'en fait, déjà, on pourrait aussi dire, toi, tu as a priori, hein, moi, je ne te connaissant pas assez bien pour avoir vu ta carte d'identité, je suppose que tu es sexe masculin sur ta carte d'identité. Donc, du Ouais, coup, on t'a mis dans cette case-là. Mais le fait d'être un homme ne devrait pas t'empêcher, par exemple, d'avoir des cheveux longs, de porter une robe, de ne pas respecter pas dans le sens que c'est une bonne chose, hein, mais de ne pas suivre les normes sociales de la masculinité. Tu peux très bien vouloir casser ces codes-là et vivre ta vie en t'exprimant autrement, sans pour autant avoir envie de dire je me considère être une femme. Ça, c'est une autre chose. ouais, Mais on a encore du mal à imaginer ça pour le moment. Donc, en fait, les attentes sociales par rapport à notre genre est tellement fort aujourd'hui qu'il est difficile pour nous d'imaginer que c'est deux choses distinctes. Mais ça peut l'être. C'est-à-dire qu'on peut très bien être trans, mais on peut être trans sans nécessairement vouloir totalement changer son expression de genre. On peut aussi être trans sans forcément vouloir changer d'état civil, de sexe à l'état civil. On peut, mais tellement nos structures institutionnelles et nos attentes sociales sont rigides qu'on a du mal à concevoir ce genre de choses. Mais dans l'idéal, non seulement on ne serait pas obligé de se mettre dans une catégorie à l'état civil, mais aussi on ne devrait pas être obligé de se comporter selon une recette très rigide de ce que c'est que d'être un garçon et d'une fille, ou d'être ni un garçon ni une fille. D'ailleurs, la recette pour comment vivre ta vie sans être un garçon et une fille, c'est très compliqué. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas beaucoup de représentations de cette. Elles existent, mais elles sont de plus en plus, mais elles restent quand même rares. d'accord. Et justement, et ne pas vouloir être dans ces recettes de comment être un garçon, enfin comment être un homme, comment être une femme, c'est précisément être, se dire non binaire. C'est ne pas vouloir être de pas vouloir être vivre avec ces recettes-là clés en main. Oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a une chose, c'est son genre en termes d'identité. Est-ce que tu veux te dire que tu es un garçon, tu es une fille, ou que tu es non-binaire, tu n'es ni l'un, ou alors que aujourd'hui tu te dis, aujourd'hui je me considère être un garçon, demain je me considère être une fille. Bon, ça c'est relativement très rare, hein, ça quand même, mais pourquoi pas. Même si ça ne représente pas la majorité des personnes non binaires ou la majorité des personnes trans, mais disons que ça, c'est une chose, se dire je me considère là, je parle pour moi, je me considère être un garçon, un homme, et pour le moment, je n'ai pas envie de me considérer autrement. J'ai pas j'ai pas, c'est bon. Pour moi, aujourd'hui, ça. En revanche, je peux vouloir
porter une robe, je peux vouloir avoir une expression, disons, de genre, c'est-à-dire de me comporter en me servant de ce qu'on considère être quelque chose de féminin Ouais. ou réservé aux femmes, sans pour autant avoir envie d'être considéré comme une femme. Tout comme je pourrais très bien vouloir continuer à être plutôt, avoir un comportement masculin, mais quand même, je me considère très profondément être une femme. Donc il y a une distinction entre l'expression de genre, les habits, sa démarche, etc., et son identité, la catégorie qu'on va utiliser pour s'identifier. Tu vois, il y a cette distinction à ce D'accord. niveau-là. Ok, je vois. Ok. Oui, effectivement. Et moi, je pense que c'est ça qui me manquait, cette distinction-là. Effectivement. Euh, Oui, parce qu'effectivement, en tant que mec, je ne me vois pas sortir avec une robe, alors que j'aimerais beaucoup, hein. Et je maintiens que je suis sûr que euh, pour un homme cisgenre, euh, une robe, c'est hyper confortable, hein. Je suis sûr que c'est hyper confortable, une robe. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir en mettre. Mais c'est vrai que c'est quand même difficile socialement de porter une robe aujourd'hui, quoi. En Pourquoi? tant que mec. Ben, si tu dis que tu aurais envie et que ce serait sympa, pourquoi pas le faire? Bah, C'est une vraie question. ah bah, c'est un truc, comment dire, que, pas qui me travaille, parce que c'est pas le mot, mais qui me, quand même, qui me pique un peu, que j'aimerais bien. Parce que, et je le fais pas parce que, mine de rien, ouais, je trouve il faut une grande force mentale pour arriver à subir la pression sociale et le regard des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? T'as vu, il a une robe, ça veut dire quoi et tout et tout. Et, euh, et j'avoue que moi la solidité mentale, c'est pas ça, hein. Donc, c'est Bah oui, compliqué, hein. C'est très non. compliqué. Voilà en fait, les normes sociales, les normes, elles sont maintenues par de la violence. Alors ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence physique, ça peut être de la violence symbolique. Mais si tu ne le fais pas, c'est parce que si tu le fais, on va te le faire savoir que c'est pas normal. Ouais, Tu vas subir des regards dans la rue, les gens ils vont se retourner, ils vont se poser des questions sur toi. Tu vas peut-être, on va te traiter de pédé ou d'autres choses, hein. Enfin, et c'est justement pour se préserver de cette violence-là que tu ne le fais pas, entre autres. Euh, et c'est pour ça que le système est maintenu. C'est parce que c'est pas si simple, en oui, fait. oui, ouais. C'est pour ça que la transphobie est très importante. C'est parce que euh, des personnes qui montrent comme quoi on est dans un système en réalité instable et non naturel, bah, ça dérange. Et ça dérange très profondément. Euh, et c'est un peu pour ça qu'on a de la violence. Ouais, d'accord, d'accord. Est-ce que, oui, effectivement, tu as bien résumé et défini voilà, ce pourquoi je porte pas de robe, c'est principalement pour ça, quoi. Parce qu'effectivement, ça me plairait beaucoup, parce que oui, on est d'accord, hein. Brigannia au Grimus, on est d'accord, c'est hyper confortable, hein, c'est obligé. Enfin, genre, moi j'aimerais trop. Et en plus, physiologiquement, je pense qu'on sera tous d'accord, ce serait plus logique que ce soit, que soyons, les gens qui ont les testicules et une quéquette qui dépasse, c'est eux qui portent des robes et c'est plus aéré, quoi. Genre, je sais pas, enfin, voilà, physiologiquement, ça paraît plus adapté. Mais oui, mais ce qui est ultra intéressant, c'est en fait, ce bout de tissu est un but de tellement de sens. C'est-à-dire que nous, on se prend la tête sur du tissu. Ouais, Et pour moi, c'est fascinant, en fait, parce oui, oui, que oui. ça pourrait ne pas être si grave, mais ça l'est. Et si c'est comme ça, c'est parce que c'est le pouvoir du genre. Il y a un exemple que je donne, c'est une histoire que je raconte, et je la raconte peut-être, je vais me retrouver sur Quotidien où il montre les 15 000 fois que j'ai raconté la même chose, et ça va je vais m'en vouloir. Mais je le raconterai quand même parce que ça met un peu en exergue ce que je dis. Euh, j'ai eu à enseigner des cours de sociologie aux États-Unis et où j'ai eu des étudiants tout au long du semestre et le cours ne concernait pas que les questions de genre, ça concernait intro à la socio, quoi. Il y a un jour où je fais un cours sur le genre, où ça dure 2 jours. En gros, tout au long du semestre, je venais comme ça. En réalité, j'ai des oreilles percées. Bon, je ne mets pas de boucle depuis un certain temps, mais j'ai les oreilles percées. Le jour où je fais le cours sur le genre, j'arrive en classe avec des boucles d'oreilles, mais pas n'importe lesquelles, avec de bonnes boucles d'oreilles clinquantes qui pendouillent bien.
Et je ne dis rien. Je rentre dans la salle, je fais l'appel, je commence à mettre des trucs au tableau et je sens dans la salle la tension, le questionnement, ça dérange. Ce bout de plastique que je porte dans les oreilles, au bout de 10 minutes, je dis, bon, qui est mal à l'aise? Alors, comme on est dans une université, on est censé, enfin là, en l'occurrence, on était le stéréotype d'une université de gauche, donc on est de gauche, on dit on est tout à fait à l'aise avec ça, ça pose aucun problème que mon prof il vient un jour avec des boucles d'oreilles alors qu'il n'en avait pas avant. Donc les gens, des étudiants avaient du mal à admettre qu'ils étaient mal à l'aise. Moi, j'étais ultra mal à l'aise, donc j'étais mal à l'aise parce qu'il y avait cette réaction aussi, voilà, parce que c'est pas évident non plus de ne pas respecter les règles du genre, les codes. Et donc je disais, moi je suis mal à l'aise, et puis petit à petit, Yael levait la main pour dire, moi aussi je suis mal à l'aise, et dit, ce sentiment très profond, cette réaction que vous avez eue instinctivement, c'est ça le genre. C'est-à-dire que sans même s'en rendre compte, on est tellement baigné dans les normes depuis tout petit, que dès qu'il y a quelqu'un qui va ne pas respecter ces règles-là, ça crée une réaction émotionnelle très forte, souvent une réaction de peur, aussi une réaction de gêne, etc. D'accord. Très bonne anecdote, hein, effectivement. Alors, Michael, je tiens à dire que tu es très pédagogue. Je trouve que tu expliques très bien les choses et je pense que tout le monde sera d'accord dans le chat, mais c'est ça, c'est une grande qualité que tu as, c'est que tu expliques très bien et c'est agréable en fait parce que je comprends les choses qui me paraissaient un peu inaccessibles jusque-là. Donc c'est très chouette. Alors attends, parce qu'il y a toute une discussion dans le chat. Renono, qu'est-ce que j'ai raté? Oui, alors Ogrimus qui pose une question, du coup, qui je pense cible un peu ta spécialité. Pourquoi est-ce que c'est choquant un homme avec une robe, mais pas une femme avec un jean? Au-delà de la révolution féministe qu'on a eue en fait. Tu vois, il y a eu effectivement des luttes féministes qui ont mené à une évolution à ce niveau-là. Et il y a 100 ans, tu pouvais pas mettre un jean si c'était une femme. Pourquoi est-ce que ça a bougé dans un sens et pas dans l'autre? Déjà, la loi sur le pantalon des femmes, je crois que c'est des années 70, officiellement, donc en France, c'est assez récent. Alors, et pendant longtemps, les femmes ne pouvaient pas non plus, n'avaient pas plus de liberté d'enfreindre aux règles, mais aujourd'hui, on admet beaucoup plus une femme qui va, enfin beaucoup plus, on admet là, pour moi, c'est totalement normal qu'une femme porte un pantalon, par exemple, mais pas un homme qui porte une robe. Et même, je peux revenir aux questions des enfants, parce que c'est là où la socialisation est ultra visible. Une fille qui va vouloir jouer au rugby ou qui va vouloir, je sais pas, déguiser alors, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est du foot américain, pour le Halloween, par exemple. Ça, d'accord, ok. Mais un garçon qui va vouloir mettre un tutu pour le Halloween, pour un déguisement, ou qui va vouloir faire de la danse, ça dérange beaucoup plus. Donc au stade des enfants, c'est un peu l'équivalent de pourquoi un homme qui porte une robe, ça dérange vachement, alors qu'une femme qui porte un pantalon, ça ne dérange plus personne, quasiment. En tout cas, chez nous. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, si on a une distinction entre les hommes et les femmes, c'est pour opérer une hiérarchisation où le masculin est supérieur au féminin. Et alors, en règle générale, même si bien sûr il y a des exceptions, la transgression sociale vers le haut est beaucoup plus socialement admise que la transgression vers le bas. Et ces transgressions peuvent être des transgressions de normes de genre, tout comme ça peut être des transgressions de normes de classe, par exemple. Donc, un garçon qui porte une robe, c'est quelqu'un qui a le pouvoir social, qui prend les modes d'expression de la classe défavorisée. C'est pas bien. On n'a pas envie de se déclasser. Une fille qui prend des expressions de la classe favorisée, ben là, elle monte au niveau social. Alors évidemment, les parents ne disent pas « Ah bah parce que ma fille, elle s'intéresse à ça, ça ne me dérange pas parce que elle monte au niveau du classement social. » Ou que mon garçon, je n'ai pas envie qu'il fasse de la danse parce que la danse, c'est pour les filles et que les filles, c'est moins bien que des garçons. Aujourd'hui, on considère que les filles, c'est aussi bien, enfin, c'est ce qu'on dit, hein.
même si on sait très bien que la réalité du sexisme est autre chose. Mais en gros, les transgressions vers le haut, pour revenir là-dessus, sont beaucoup plus admises que les transgressions vers le bas. D'où la réaction différente pour les transgressions des garçons que les transgressions des filles. Et on pourrait dire ça pareil pour la classe. Quelqu'un qui vient d'un milieu populaire mais qui aspire à autre chose ne va pas avoir la même réaction de ses pairs ou de l'école, par exemple. Prenons les profs vont pas forcément mal réagir à quelqu'un qui aspire à davantage, disons, au niveau social, que, même si bien sûr il y a des exceptions, que quelqu'un qui est issu d'un milieu plutôt bourgeois et qui va vouloir, je ne sais pas, devenir boulanger ou va faire un BTS. Là, ça va poser plus de problèmes. Parce que c'est une question de direction de la transgression. D'accord, ok, je comprends. Alors là, on parle d'un film, et tiens, est-ce que tu vas peut-être pouvoir nous aider dans le chat? Un film avec un garçon qui voulait faire de la danse, et dont le père voulait qu'il finisse boxeur. Ça te parle? Ah oui, c'est Billy Elliot. Ah, Billy Elliot, ok. Ah oui, ok, je connais le nom, mais je l'ai jamais vu. Mais ok, bah écoutez, si vous me dites qu'il est excellent, je prends note. Oui, il est très bien. C'est un beau film, très touchant. D'accord. Bien. C'est sur la transgression de genre, en gros. Ok. Là, on a un garçon qui veut faire quelque chose qui pose problème parce que on ne s'attend pas à ce qu'un garçon ait envie de faire de la danse. Ok. Moi, je me posais une question sur Twitter l'autre jour sur la gymnastique parce que les épreuves au JO, ce n'est pas les mêmes épreuves pour la gymnastique selon le sexe. Donc, les hommes vont pas faire exactement les mêmes choses. Déjà, les routines sur le tapis, par exemple, pour les filles, il y a de la musique, pour les garçons, il n'y en a pas. Pour les garçons, c'est ultra rigide. Ils n'ont pas le droit d'être tout en des gestes. Bon, moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas beaucoup d'élégance. Mais disons, les règles ne sont pas pareilles. Ça m'énerve parce que pourquoi pas les hommes gymnastes sont pas moins flexibles que les femmes gymnastes. Pourtant, on ne les permet pas de faire les mêmes choses. Les garçons ne font pas l'épreuve de comment je sais, le mot m'échappe en anglais, tu pourras peut-être m'aider. L'épreuve, tu sais, sur la poutre. Le cheval d'arçon, non, c'est pas ça? Non, en gymnastique, sur la poutre, tu sais, où c'est que pour les femmes, hein, elles sont sur une poutre longue comme ça, elles doivent faire des figures dessus. Les hommes ne font pas cette épreuve-là. Eux, ils ont une autre poutre avec des anneaux pour se tenir. C'est pas les anneaux comme ça, mais c'est pas une poutre. Le cheval, je crois, ou quelque chose comme ça, il me semble, ça s'appelle quelque chose comme ça. Mais bref, c'est pas les mêmes épreuves. Et moi, rien dans les corps ne dit qu'un homme peut très bien faire l'autre et inversement. Donc, si on le fait des distinctions, c'est parce que on ne veut pas que les filles et les garçons puissent faire les mêmes choses, même si elles en sont capables. D'accord, je vois. Écoute, là, je vais. Est-ce que tu connais Pascal Pro? Alors écoute, là c'est l'heure de ce que j'appelle la question Pascal Pro. Là, si tu veux, depuis le début de la chaîne, si tu veux, quand tu étais venu, on a pas mal fait évoluer la chaîne et tout. Et donc, il y a deux types de questions particulières. Il y a la question Bourdin et la question pro. La question pro, si tu veux, c'est quand j'ai une question que je sais pas trop comment la poser. Et je me dis, bah vas-y, je mets les pieds dans le plat. Et ça me permet de faire un truc un peu rigolo, tu vois, voilà. Et j'ai même fait un générique. Alors, attends, bouge pas. J'ai fait un petit générique. Pascal Pro, où est-il? Voilà. Je mets le générique Pascal. Ces gens-là, ils sont cons et chiants et c'est pas des meilleurs journalistes. Tu peux t'inspirer d'autres personnes plus drôles. Non oui, mais justement, mon avis, il est gratuit, je te le dis. Mais on est plus ou moins d'accord. Allez, c'est parti. La question pro, jingle. C'est insupportable ces arguments. Non mais vraiment, c'est insupportable. Là vous êtes de mauvaise foi. On a l'impression que vous êtes des enfants de 5 ans et demi. Je vous trouve très ridicule et vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors... Voilà, ça c'était le générique, le jingle pour la question Pascal Pro. Ah, la caméra freeze, effectivement. Voilà. Okay. Est-ce que je suis toujours en freeze ou je me défreeze? C'est bon, tout va bien. Alors, la question pro. La question pro, on y est parce que donc, tu es dans les études de genre. Mais ça, j'ai l'impression. Alors là, je joue au Pascal Pro, mais j'ai l'impression que ça, c'est un truc nouveau. Voilà, qui apparaît avec les néo-féministes,
les féministes 2.0. Et en gros, ces études de genre, à quoi elles servent? Parce qu'en gros, c'est bon, quoi. Faut aussi parler des questions des Français. Non, mais vraiment, les vrais gens, ils s'intéressent pas à ça. Les études de genre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est insupportable. Bon, voilà, Michael, maintenant qu'on a on a beaucoup parlé de sexe, de genre, de transidentité. Au tout début, t'as expliqué ce qu'étaient les études de genre, mais c'était un peu flou. Est-ce que maintenant tu peux expliquer plus clairement ce que sont, et en développant plus ce que sont les études de genre? Oui, monsieur Pro, c'est très important, les études sur le genre. Très bien fait maintenant, je comprends, effectivement, on se moque de lui. Très bien. Donc, les études sur le genre, c'est un champ interdisciplinaire qui travaille sur ce système social et son fonctionnement, le système social qui distingue entre sexe et genre. Voilà, il est 20h22, donc Monsieur Pro, ma réponse est un peu fatiguée, Ouais. mais c'est un champ interdisciplinaire en sciences humaines et sociales qui s'intéresse aux origines et aux effets de la différenciation des sexes et de la distinction entre le sexe et le genre. D'accord. Et ben, tu vois, ta réponse est très convaincante au regard de tout ce qu'on dit depuis une heure, en fait. Parce que là c'est plus d'une heure qu'on en parle. C'est importé des États-Unis et ça pourrit l'université. Pour reprendre ce que je voyais bien sur sûr. le chat. C'est ce qu'on entend et c'est faux. D'accord. Ok. Écoute, puisqu'il est 20h23 désormais, que tu commences peut-être à fatiguer, on peut en venir à des questions plus personnelles sur tes travaux. Tout à l'heure, il y a Ogrimus qui demandait un peu plus tôt, est-ce que tu fais des études d'anthropologie sur le sujet? Est-ce que ça t'arrive d'avoir une approche anthropologique sur les gens, sur les populations? Alors moi je suis donc pas en fait on peut faire les études de genre en anthropologie, mais moi non parce que je suis plutôt sociologue qu'anthropologue. Bon, ce soir on va pas faire le débat quelle est la différence entre l'anthropologie et la sociologie parce que c'est compliqué. Ouais. Mais en gros oui, je fais des études en utilisant entre autres de l'observation participante, c'est-à-dire que je vais observer des gens, je vais être dans des assos avec eux, mais aussi je fais des entretiens où je vais rencontrer des personnes, leur poser des questions. Je fais aussi quelques méthodes quantitatives, notamment là, je travaille sur le mot parentalité. Et donc, je travaille avec des questionnaires, avec des échantillons assez grands de couples de même sexe et aussi des couples de sexes différents là-dessus. Donc oui. Mais moi, je travaille pas. Je travaille plutôt sur l'homosexualité, et qui est différent. La question de sexualité sont distinctes, mais tout à fait liées aux questions de genre aussi. Et les études de sexualité sont très proches, hein, mais on pose d'autres questions, on travaille sur d'autres dynamiques que sur des études de genre. D'accord. Disons. Et tu me dis si c'est une question trop perso, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ces sujets-là? Non, mais c'est pas, enfin, ça pourrait être trop perso. Quel moment je dirais no comment ou un truc comme ça, mais c'est pas le cas. Mais souvent, quand on travaille, pas toujours, hein, mais pour moi, en tout cas, je suis concerné par cette question parce que je suis un homme gay et moi, j'ai eu à vivre la réaction des gens autour de moi quand j'ai compris que j'étais homosexuel. Mais en réalité, ce qui m'a donné envie d'être sociologue sur la sexualité, c'est quand j'ai quitté les États-Unis pour venir m'installer en France. J'avais 20 ans. Oui, j'avais 20 ans que je suis venu en France la toute première fois. La toute première fois. En France, j'ai compris qu'être un homme homosexuel, c'était pas tout à fait pareil que d'être un homme homosexuel aux États-Unis. Et je me suis dit, je comprends pas d'où ça vient, en fait, cette différence. Et je m'étais engagé en tant que bénévole, enfin volontaire, comme ça qu'on appelle, à l'association AIDE, qui est une association de lutte contre le sida, à Toulouse, où je faisais mes études à l'époque, à 20 ans. Et c'était dans le cadre des activités de aide, hein, notamment des activités de lutte contre le sida, de prévention, où j'ai compris que je schématise, mais la façon de se dire homosexuel en France était un peu plus compliquée, parce qu'en France, on a cette notion de l'universalisme républicain qui veut que
nous sommes toutes et tous, membres, Oui. en gros, de la République, et qu'on ne devrait pas s'identifier à une autre catégorie en dehors de celle-ci. En tout cas, surtout ce qu'on reproche aux immigrés, ce qu'on reproche aux personnes racisées, cette fameuse notion de communautarisme. Et il y a bien sûr des gens qui disent les homosexuels, c'est des communautaristes, ils se retrouvent entre eux. Et en faisant mes actions avec Ed, je trouvais que ce discours sur le communautarisme était très présent. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça aux États-Unis. La notion de communautarisme n'existe pas. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce communautarisme? J'ai voulu mieux comprendre, en partie parce que c'était lié à mon expérience en tant qu'homme gay, blanc, de classe moyenne, cis, etc. Et en fait, c'était ce décalage, ce petit truc d'être différent, cette différence culturelle qui était un petit peu un déclic pour moi. C'était en voulant comprendre cette différence culturelle qui m'a donné envie de faire des études. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par faire une thèse, etc. D'accord. Et c'est quoi, tu dirais, au niveau de ta perception, c'est quoi les différences que tu as senties entre la réception américaine et française? Ben, ça, c'est intéressant parce que c'est ma toute première étude publiée portait là-dessus. C'était un peu comme sur des gens comme moi. J'ai voulu comprendre si mon expérience était juste ultra personnelle ou si c'était plus systématique. Et en fait, il y a tout un champ sur la migration et la sexualité, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent au parcours migratoire des individus et le lien avec leur subjectivité sexuelle. Donc des gens qui par exemple, des Français qui vont s'installer à Dubaï. Il y a des études qui portent sur les hétérosexuels qui vont quitter la France ou quitter l'Europe pour s'installer à Dubaï. Et en réalité, à Dubaï, ils vivent leur sexualité complètement différemment parce que le contexte est différent, les attentes sont différentes, etc. Donc, on sait très bien que la migration a un impact sur la sexualité. Donc, en fait, moi, je m'intéressais, je me disais, bon, je vais m'insérer dans ce champ-là. Je vais étudier les Américains, Américaines qui se disent gays, lesbiennes ou bisexuels, qui ont quitté les États-Unis pour s'installer en France. Et inversement, les Français, Françaises, gays, lesbiennes, bi, et ont quitté la France pour s'installer aux États-Unis pour voir si, déjà, le fait de migrer avait un impact sur leur façon de se comprendre, mais aussi si il y avait des attentes différentes dans chaque pays. Et bon, bien sûr, ça ne représente pas tous les cas, mais pour généraliser, les gens qui ont quitté la France, quand ils se sont installés aux États-Unis, ont compris qu'aux États-Unis, non seulement il était plus facile de publiquement se dire homosexuel, mais que c'était presque une attente. C'est-à-dire qu'il y avait des enquêtés qui me disaient « ça m'a choqué que quand j'arrive dans mon nouveau travail aux États-Unis, on me demande si je sortais avec quelqu'un, si j'étais homosexuel. » En gros, ça parlait de sa vie privée et notamment de son homosexualité. Ce n'était pas choquant, c'était attendu. Alors, certaines personnes l'ont mal vécu parce que disaient « moi, j'ai pas envie de parler de ça au boulot. Le boulot, c'est le boulot. Ma vie privée, ça me regarde comme moi. » Alors qu'aux États-Unis, alors que les Américains qui ont quitté les États-Unis pour s'installer en France, on leur a dit « ah ben on n'a pas envie de savoir » parce qu'ils disaient « ah moi je suis homosexuel », ils disaient « mais pourquoi tu me dis ça? C'est ton jardin secret, ça ne regarde que toi. » Et en fait, ils ont compris que notamment dans le milieu professionnel, c'était le genre de choses qu'on gardait pour soi, en général. Et donc, pour résumer, les différences un petit peu, c'est quelle est la conception de la sphère privée et de la sphère publique? Qu'est-ce qu'on a le droit ou qu'est-ce qu'on peut partager plus facilement devant les autres dans un milieu non familial, par exemple, ou pas. Et en gros, l'endroit où on va situer cette frontière entre public et privé n'est pas tout à fait au même endroit en France et aux États-Unis. Et ça a un impact sur les mobilisations, sur la visibilité des mouvements homosexuels dans les deux pays. Peut-être l'anecdotique, mais intéressant. Ouais. Aujourd'hui, on considère qu'il est tout à fait normal d'avoir des drapeaux arc-en-ciel, on les voit partout, hein, n'est-ce pas? Même à Bordeaux, là où je travaille, il y a un passage piéton en arc-en-ciel. Il y en a plein d'ailleurs. À la fin des années 90, la mairie de Paris, c'est la préfecture de Paris avait interdit aux commerçants dans le Marais, qui à l'époque était vraiment le quartier homo avant l'embourgeoisement qu'on connaît aujourd'hui, avait interdit aux commerçants de hisser le drapeau arc-en-ciel en disant en France on n'a que le drapeau de la République, qu'est-ce que c'est que ce drapeau arc-en-ciel, vous ne pouvez pas mettre ce drapeau. Aujourd'hui on ne comprend pas ça, mais à l'époque on disait c'était du communautarisme. Eh bien ce type de discours on ne l'entendait pas aux États-Unis. Ça, donc du coup, si tu veux, cette frontière entre vie privée et vie publique, entre faire partie d'un groupe ou pas, ça fait partie des différences entre ces deux pays. D'accord, je vois. Est-ce que tu as encore de la place, de la disponibilité cognitive pour une dernière question?
Ah oui, oui. Ah, super. C'est Lolo dans le chat qui demandait est-ce que tu saurais dire pourquoi un couple de femmes passe mieux dans la société qu'un couple d'hommes? Parce que ça, c'est vrai. Enfin, genre, c'est quelque chose qu'on constate. Surtout en tant qu'homme, je le constate. J'ai tous mes potes. Même au niveau sexuel, tu vois, où on va se dire que c'est beaucoup plus excitant d'imaginer un groupe de femmes que machin machin. Et ça se voit, tu vas sur Netflix, c'est pareil. Sur Netflix, en ce moment, on voit beaucoup de couples de femmes, moins de couples d'hommes quand même. Comment est-ce qu'on l'explique? Est-ce qu'on l'explique encore par la question verticale, en fait, par la question de la hiérarchisation des genres? Comment tu l'expliques? Bah, oui, d'une part, et puis l'hétérosexisme, c'est un peu ce que tu viens de dire en fait, c'est-à-dire que on est quand même dans une société patriarcale, hétérosexiste, et où dans un système patriarcal, les femmes devraient être à disposition des hommes. Et en gros, l'érotisation des lesbiennes de la part des hommes hétérosexuels protège en quelque sorte, mais pas que, en fait, il est faux de dire que les lesbiennes sont mieux acceptées que les hommes homosexuels. Pas vraiment, en fait. Elles subissent de la violence différemment. Peut-être qu'on ne va pas les appeler des PD dans la rue, mais le fait d'être regardé avec du désir par un homme hétérosexuel qui veut dire « Ah, chouette, de nana, ça m'excite », c'est aussi dégueulasse que de se faire traiter de PD quand on est deux hommes. Ouais. C'est juste dit, ça s'exprime autrement, déjà, mais je ne dirais pas que c'est plus admis. Oui, ça dérange moins, mais en gros, on veut dire que les couples lesbiens peuvent moins déranger à partir du moment où on considère qu'en gros, elles sont là pour plaire aux hommes hétérosexuels. Mais à partir du moment où elles vont te dire bah, va te faire foutre, hein, bah là, elles vont plus être acceptées. Il y a ça, et puis, comme tu disais, il y a aussi, ça c'est une partie de l'explication. Une autre partie de l'explication, c'est que un homme qui aime un autre homme, c'est aussi un homme qui n'assume pas son devoir d'encadrer, entre guillemets, une femme. En gros, un homme est un homme puisqu'il possède une femme. Donc le patriarcat, c'est ça, c'est l'homme possédant qui contrôle la domination donc masculine. Et un homme qui est en couple avec un homme, c'est un homme qui n'assume pas non plus son devoir dans le système patriarcal. Donc en quelque sorte, il dégrade son statut d'homme. Et aussi, on peut le voir de l'autre côté, c'est un homme qui est en couple avec un homme, c'est un homme qui se soumet à un autre homme. Alors que deux femmes, on a du mal à le comprendre. Un autre exemple, donc déjà, je sais que c'est complexe comme réponse, mais... Non, ça va. Un autre truc intéressant à se dire, c'est qu'à l'époque où disons, c'est toujours le cas, hein, mais remontons un peu le temps pour revenir au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, deux hommes qui vivaient ensemble ou qui se tenaient la main dans la rue, ça posait beaucoup de problèmes, mais deux femmes qui vivaient ensemble, on ne les voyait pas. Tellement on considérait que les femmes n'avaient pas de sexualité, que deux femmes qui vivaient ouvertement en couple dans le même lit, on ne le voyait pas comme des couples sexuels ou même des couples romantiques parce qu'on considérait que les femmes n'avaient pas de sexualité, parce qu'on considérait qu'elles étaient là pour les hommes. Bref, donc ça fait... Encore une fois, c'est vraiment le regard hétérosexuel qui fait qu'on ne va pas regarder les lesbiennes de la même manière que les homosexuels. Puis je pense, et là je terminerai là-dessus, parce que je deviens un peu trop long, tu m'as invité à répondre à une question. Alors, Vas-y, mais c'est très intéressant ce que tu dis, hein, que t'en fais pas, tu peux dérouler, et si besoin je te couperai, mais tu peux dérouler. C'est ça. Bon, écoute, du coup, en fait, c'est aussi parce que l'homosexualité masculine dérange les hommes hétérosexuels parce qu'ils ont peur soit d'être dragués par un homme ou soit de se découvrir un certain désir. Alors, il y a des études, notamment en psychologie, qui montrent que, évidemment, il faut prendre ça avec des pincettes, il y aurait plein de choses méthodologiques à retravailler, mais il y a une certaine corrélation, dans certains cas, entre une expression ouvertement homophobe, mais vraiment une expression de rejet profond de l'homosexualité, et une part d'homosexualité. C'est-à-dire qu'un homme qui va vraiment rejeter les homosexuels ou va être très très violent,
il se peut qu'il ait quelque part des attirances aussi pour des hommes, et donc il y a une sorte d'homophobie intériorisée qui serait en opération. Parce que l'homosexualité est tellement stigmatisée aussi que c'est difficile pour les gens parfois de se dire homosexuel. Oui, oui, bien sûr. Et donc, finalement, la violence qui est le rejet est proportionnel à l'intériorisation du désir, parce que c'est mal vu, donc c'est pas bien, donc il faut le rejeter autant que possible, quoi. Oui, disons que oui, pour certaines personnes, c'est ça. Pas pour tout le monde, parce qu'on peut tout à fait ne pas avoir ce désir-là et être très violent, Ouais. etc. Mais que ça peut, certaines personnes, on l'observe, ça. Mm. D'accord, d'accord. Oui, et Micron confirme qu'effectivement, c'est une question qu'on a touchée en étude de psychologie. Ok, ok, ok. C'est intéressant. Donc effectivement, finalement, cet exemple-là, il est bien parce que il renvoie à ce que tu disais au début, c'est-à-dire que effectivement, les études de genre, c'est interdisciplinaire et ça touche différentes disciplines, tout simplement. Moi, j'aurais envie de te poser une question. Ouais. À quel âge peut-on parler d'homosexualité à un enfant? À quel âge? Ah, ouais, je pense à partir du moment où il commence à se tripoter, tu vois. Je sais que, je sais que justement, ma fiancée, elle a un petit frère qui est beaucoup plus jeune qu'elle, qui va avoir 14 ans. Et en fait, là, du coup, il est en quatrième ou troisième? Non, il est en quatrième. Et du coup, récemment, là, elle lui a demandé, enfin, en fait, elle aurait pu lui demander, est-ce que t'es amoureux d'une fille? Et en fait, elle a fait exprès de lui dire, est-ce qu'il y a un garçon ou une fille qui te plaît en ce moment? Et elle lui a demandé, est-ce que tu préfères les garçons ou les filles? Et en fait, il lui a dit, au début, je savais pas. Finalement, c'est plutôt les filles, je pense, mais j'étais pas sûr, quoi. Tu vois, et c'est intéressant Ouais. parce que c'est vrai que moi, c'est une question qu'on m'a pas posée non plus, hein, que mon frère non plus. Enfin, tu vois, je connais pas beaucoup de monde à qui on a posé la question. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce que ça apparaît comme, comment dire, et du coup, l'homosexualité apparaît comme étant comment dire, un changement. Genre, j'ai pris une route différente. Genre, j'avais une route tracée, puis en fait, non, je suis passé dans les bois. Alors qu'en fait, non. Alors que, en fait, c'est juste que on n'a pas regardé s'il y avait une bifurcation possible dès l'enfance, quoi, en fait. Ben, en fait, c'est ça aussi, ça revient. En fait, la question que je te pose, c'est une question piège. Parce que à quel âge, à partir de quel âge on parle d'hétérosexualité aux enfants? Je dirais les cours d'éducation sexuelle. Et non. Dès la naissance. Qui a lu des histoires sur la princesse qui tombe amoureux du prince? C'est à Ah, partir ouais. de quel... C'est tout de suite, c'est tout de suite. On apprend l'hétérosexualité tout de suite aux enfants. Quand un bébé ou quand un petit hein, va embrasser un garçon qui va embrasser une fille, on va dire ah là là ils sont amoureux, qu'est-ce que c'est mignon. On inculque les enfants à être hétérosexuels Ouais. tout de suite. Et moi j'adore poser cette question parce que les gens, quand je dis à quel âge peut-on parler d'homosexualité, c'est ah oui, c'est à l'adolescence, c'est au moment de la puberté, etc. Mais en réalité, on apprend aux enfants à être hétérosexuels dès leur naissance. Pourquoi on a envie de savoir si on va avoir un garçon ou une fille? C'est parce que tout de suite, on se projette dans marié au premier regard. Voilà, quelle va être la fille qu'il va rencontrer le jour J? Va-t-il dire oui, etc. Je dis marié au premier regard pour rigoler, mais Ah tu oui, bien comprends, sûr. on se projette tout de suite dans l'hétérosexualité de son enfant. Rares sont les gens qui imaginent ou qui donnent la possibilité d'imaginer son enfant ne pas l'être, ou être bisexuel, ou être asexuel, ou être pansexuel, parce qu'il y a d'autres sexualités. Du coup, en fait, on apprend à être hétérosexuel tout de suite. Et c'est aussi pour ça que ce que tu dis, une bifurcation ou un changement, c'est parce que on n'est pas obligé d'être comme ça. On peut très bien donner la possibilité d'être ce qu'on veut tout de suite. Mais on ne donne pas souvent. On donne un choix. Enfin, on ne donne pas un choix, justement. On met dans une case Ouais. hétéro. Et c'est bon, jusqu'à preuve du contraire, tu l'es. C'est aussi pour ça, au quotidien, jusqu'à preuve du contraire, tout le monde est hétérosexuel. C'est pour ça que le coming out est nécessaire aussi. C'est parce que sinon, dans une société où l'hétérosexualité est la norme, elle est invisible, tout le monde l'est. Et tant que tu ne me l'as pas dit, je vais considérer que tu es hétéro. Oui. Mais on n'est pas obligé d'être comme ça. D'accord, d'accord, je vois. Mais c'est très intéressant.
Euh, Écoutez, s'il y a une dernière question, est-ce que les gens peuvent la poser? Allez, s'il y a une dernière question qui arrive, moi je vais lire le dernier commentaire de Grimus qui dit: de ce que j'avais lu, c'est vague jusqu'à un certain âge où il y a un choix qui est fait, et parfois ça peut changer avec l'âge. Pour ma part, je suis hétéro et bien dans ma peau. J'invite les autres à faire comme moi, faire leur choix selon leurs sentiments, leurs préférences et pas se contraindre à une société qui veut choisir pour nous. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, je pense. Non, je sais pas si je pense ça en fait. Je vais dire un truc, mais je sais pas si je le pense. C'est que je pense que plus on grandit, plus c'est dur de changer. Enfin, d'accepter, d'assumer son entre guillemets qui on est vraiment. C'est dur à 40 ans passés de dire en fait je suis homosexuel parce que pendant 40 ans on t'a fait comprendre que tu étais quelqu'un de bien, de normal, d'hétéro entre guillemets comme tout le monde. Euh, et en même temps, tu vois, c'est marrant parce que ben, moi, du coup, j'ai ma fiancée qui était avant dans un. Parce qu'elle fait du chant lyrique. Elle était dans une troupe de chant. Et il y avait plusieurs hommes homosexuels qui disaient qu'ils se sont révélés assez tardivement. euh, et qu'en fait, ben, qui contredisent un peu ce que je viens de dire, tu vois. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ben, plus tu restes dans le cadre, plus c'est dur d'en sortir. Et en même temps, on peut en sortir. Enfin, tu vois, le déclic peut se faire à n'importe quel âge, quoi. Mais surtout que aussi on est dans une société qui a beaucoup de mal à admettre la fluidité, à la fois la fluidité en termes de sexualité. Pourquoi pas se dire que bah, je peux être attiré à un moment donné de ma vie par certaines choses, certains types de personnes, euh, et plus tard pas. C'est-à-dire qu'on a quand même envie que des gens soient régulières et qu'il y ait une case et que ça ne change pas trop parce que sinon c'est dérangeant. Mais on n'est pas non plus obligé de se dire que qu'on doit être dans une case. À la limite, si tu aimes les deux, bon, tu te dis bisexuel et puis tu arrêtes de nous emmerder. Mais pourquoi, en fait, on pourrait être beaucoup plus fluide. On pourrait aussi être beaucoup plus fluide dans l'identité de genre aussi. On considère que, ok, bon, on peut être trans, ça veut dire qu'on change les catégories, mais après, tu arrêtes de nous emmerder, tu en choisis un et tu y restes. Et pourquoi on ne pourrait pas être dans une fluidité? Pour le moment, il est difficile d'admettre la fluidité. Et pourtant, rien ne l'empêcherait. Oui, 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 effectivement, je comprends. Bah, tu vois, c'est ce que tu dis là, ce discours-là, je pense que j'aurais moins compris il y a 1 heure et demie, et du coup, je le comprends mieux maintenant. Donc, écoutez, j'espère que dans le chat, il y a des choses qui sont plus claires pour vous. En tout cas, pour moi, c'est le cas, donc je suis très content. Ben, merci Michael d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. Je sais que c'est un peu ringard, hein, moi, je suis sur Twitter, donc si vous avez envie de me poser des questions, ou voilà, vous pouvez me suivre à @Stambolis sur Twitter. Et je suis toujours content de poursuivre le dialogue avec toi et avec ton public. Bah, tant mieux, voilà, n'hésitez pas à contacter Michael, vous avez vu, donc j'ai mis son hâte là au-dessus de sa tête. Donc voilà, n'hésitez pas à le contacter. Tiens, j'en profite pour dire que Michael, du coup, c'est pas la première fois qu'il vient. Si vous arrivez sur la chaîne, c'était mon premier invité en fait, en octobre. On avait parlé à l'époque de l'élection américaine. Comment ça se fait que Trump, qui apparaît comme un gros abruti, avait pu gagner, voilà, en gros. On avait parlé du coup de culture politique américaine, donc je vous remets, c'est sur YouTube, je vous mets le lien dans le chat, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous fait plein de podcasts pour le trajet en voiture, pour le ménage, pour ce que vous voulez. Voilà. Merci encore Michael. De toute façon Michael, on va le revoir, hein. Là je vous spoil un peu, mais on va le revoir je pense au mois de juin. Il faut qu'on se fixe une date, mais on va le revoir lui avec Pandolf, si possible, pour parler de idéologie américaine, machin, tout ça. Les gender studies, ça vient des campus américains. Bon voilà, on parlera de tout ça quoi. Excellent. Donc voilà, merci tout le monde, merci Michael. Passez une belle soirée. Et tiens, et demain, on prépare une interview, les amis. Demain, on prépare une interview de jeudi. En fait, jeudi, on reçoit Productif, qui est streamer, qui est prof d'économie. On va un peu se demander pourquoi il y a des riches et pourquoi il y a des pauvres. Tout simplement, en fait. On va revenir un peu au fondement de l'économie, du capitalisme. Et du coup, demain, on prépare l'interview. Donc, c'est demain 19h. On se revoit à ce moment-là. Passez une belle soirée. Bonne soirée aussi, Michael. Bisous tout le monde. Salut!